Bienvenue dans ce nouveau numéro de Station Europe. Les femmes sont-elles les premières victimes de la crise sanitaire, victimes économiques, victimes également des violences conjugales? On en parle avec la députée européenne belge Hilde Voetmans et avec la journaliste italienne Federica Bianchi, pétillante observatrice de la bulle européenne à Bruxelles. Voici Station Europe. Et on se retrouve sur le plateau du Parlement européen à Bruxelles en respectant bien sûr les règles sanitaires, les règles de distanciation. Et d'abord, je vous présente Federica Bianchi. Merci d'être avec nous. Vous êtes correspondante du magazine italien L'Espresso, c'est un magazine plutôt à gauche. Centre-gauche. Centre-gauche. Et vous avez débarqué à Bruxelles il y a 3 ans. Qu'est-ce qui vous a étonné le plus en débarquant ici, dans la capitale de l'Europe ? Je ne la connaissais pas du tout quand je suis débarquée. Et alors, je vous dirais 2 choses. Une négative et une chose positive. On commence par laquelle? Oh, la négative. La négative. Voilà. La négative, c'est la séparation entre quartiers. J'ai vécu pour la première fois une différenciation très forte entre les quartiers riches et pauvres, je dois dire. Ça, c'est les quartiers blancs et noirs. Ça, c'est une chose qu'en Italie, on ne se voit pas tellement. C'est un peu plus mélangé. Mais la positive, c'est que c'est une ville plein de verre, plein de parcs. Nous, on n'est pas habitués à ça. Moi, je viens de Rome et oui, c'est une ville magnifique, mais il n'y a pas autant de possibilités d'être à l'extérieur, de faire du vélo et tout ça. Et est-ce que vous avez compris le fonctionnement politique de la vie en Belgique, de la politique belge, de la politique bruxelloise? C'est un peu un cauchemar, mais il y a vraiment beaucoup, comme il m'a dit au début de la pandémie, quand je suis, il y a 7 ministres de la Santé, moi j'étais, qu'est-ce que c'est ça? Mais on vient de Rome quand même, on vient d'Italie, on ne vient pas d'Allemagne. Alors on n'est pas habitué à la confusion, à la différence et à tout ça. Mais je dois dire qu'on s'habite vite. Aussi Bruxelles, c'est une ville, mais c'est aussi 19 différentes communes. Et là aussi, pour moi, c'était étonnant, non? C'est pas normal. Alors, on s'habitue tout de suite à dire, bon, alors c'est le centre d'Europe, et c'est bien ça, parce que déjà à Bruxelles, on vit la pluralité, le multiculturel, la différence, les 2 langues, le français, le néerlandais, l'allemand. Pour moi, c'était vraiment une chose nouvelle. Et est-ce que vous avez le sentiment que les Belges sont plus pro-européens que les citoyens d'autres pays, comme les Italiens, par exemple? Le fait que les institutions européennes sont ici, à Bruxelles? Oui, je pense que ça aide, mais en même temps, je pense aussi qu'il y a, ça dépend, une certaine hostilité envers la bulle européenne. Parce qu'il n'y a pas vraiment, comme je dis, il n'y a pas de porosité entre la ville, la bulle européenne et le reste de la ville. Mais ce qu'on appelle la bulle européenne, ce sont les eurocrates qui sont un peu repliés sur eux-mêmes et qui ne partagent pas leur vie avec les citoyens, les habitants d'une ville comme Bruxelles. Pas assez. Ouais. Et aussi, là aussi, dans l'architecture, ils sont vraiment concentrés dans un lieu et ils ne se mélangent pas assez. Beaucoup de gens ne parlent pas le français, ne parlent pas le néerlandais. Alors, il y a moins d'opportunités. Il y a aussi une très grande différence salariale qui se sent et qui, je pense, pèse sur la mentalité des gens et sur l'attitude des personnes, comment ils voient les autres gens qui arrivent partout d'Europe. Alors, on va accueillir une députée européenne qui, elle, se mélange avec les citoyens de Belgique. Il faut dire qu'elle est belge, c'est Hilde Voetmans, députée européenne donc, et membre de l'Open VLD, c'est-à-dire le parti libéral flamand. Et on l'accueille en musique. Alors,
Hilde Voetmans, pommes et poires, vous savez bien sûr pourquoi on a choisi cette musique pour que vous fassiez votre entrée. C'est que vous avez écrit plusieurs livres de recettes culinaires et notamment un livre sur les pommes et les poires, Appelen en Peren en flamand. C'est un livre de recettes, mais c'est aussi un livre de lobbying en faveur des agriculteurs, des producteurs de fruits en Belgique. Oui, absolument. Je l'ai écrit en 2017. Juste après, en fait, le boycott de la Russie. La Russie a décidé que les produits européens, agriculture, ne pouvaient plus entrer dans leur pays. Et ma ville, on produit vraiment les meilleures pommes et poires du monde. Et on exportait beaucoup en Russie. On avait des agriculteurs qui avaient des contacts en Russie pendant plus que 10 ans. Alors presque tous nos poires, pas tout, mais 70% des poires de Saint-Tran allaient directement vers la Russie. Alors, quand Poutine a décidé qu'il ne pouvait plus entrer là-bas, c'était vraiment la catastrophe pour ma ville. C'est pour moi que je dis toujours, on doit continuer à parler. Mais bien sûr, ce qui s'est passé avec la dernière visite de Borrell là-bas, ça c'était catastrophique. Le chef de la diplomatie européenne qui a connu un petit affront, effectivement, quand il est allé à Moscou. Alors, on va parler de la pandémie, de la crise sanitaire. Vous, il y a quelque chose qui vous obsède, qui vous tracasse, c'est les conditions de vie des femmes durant cette crise sanitaire. Vous dites que ce sont les premières victimes, victimes économiques en premier lieu? Victimes économiques, mais surtout, je pense qu'on doit aussi parler de la pandémie dans l'ombre. Et pour moi, ça, c'est vraiment le fait que beaucoup de femmes sont devenues victimes de la violence. La violence conjugale. Oui, avec leur mari. Quand il y a le confinement, tu es resté à la maison, tu ne peux plus échapper pour faire un peu lobby, tu ne peux pas aller au restaurant, tu ne peux pas sortir avec tes copines, avec tes copains. Et bien sûr, si tu vis, par exemple, dans un petit appartement, ce n'est pas du tout facile. Et on voit vraiment que les chiffres sont beaucoup augmentés. Aussi parce que, oui, l'homme ne sait pas sortir, la femme ne sait pas sortir. C'est aussi difficile à chercher de l'aide. Parce que tu ne pouvais pas sortir. Où est-ce que tu vas? Ton mari va te demander, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on doit réagir au niveau européen. Mais qu'est-ce que l'Europe peut faire pour aider les femmes qui subissent des violences conjugales? Il faut dire qu'à Bruxelles, capitale, il y a une task force qui a été créée avec un numéro spécial. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un numéro européen? Oui, c'est ça. Ça va aider déjà beaucoup. Je pense un numéro pour toute l'Europe. Quand tu es frappé par quelqu'un, que tu peux chercher l'aide. Mais je dis aussi, on doit partager des bons exemples. Par exemple, au Tenerife, quand une femme... Parce que quand tu es frappé, tu ne peux pas téléphoner au policier parce que ton mari est à côté de toi dans ta maison. Alors, au Tenerife, on a pris l'exemple. Tu vas aux pharmacies, tu peux toujours chercher quelque chose aux pharmacies. Et tu demandes au pharmacien, j'ai besoin de le masque 19. Le pharmacien, tout de suite, sait, je dois avertir le policier. Et alors, le pharmacien demande, ah, madame, c'est quoi votre adresse? Ce n'est pas ici, mais on va te l'envoyer. Et comme ça, on sait qu'on doit avertir le policier. Donc, c'est une phrase code, en quelque sorte. Oui, c'est une code qu'on peut utiliser. En d'autres pays, on a installé un shop web, un shop sur le web, où tu peux commander des choses. Et quand tu commandes le masque 19, ça veut dire la même chose. J'ai besoin de l'aide, je suis frappée. C'est pour ça que je dis, on parle toujours du pandémie corona, que moi, je parle du pandémie dans l'ombre. Parce que ça, c'est très important que les femmes sachent qu'ils ne sont pas seuls. Et un numéro de téléphone européen, ça servirait à quelque chose, Federica? Bon, mais il faut le faire dans 27 langues. C'est pas facile, mais oui, ce sera aussi un symbole d'unité, de fraternité, de sororité dans ces cas. Et alors ça, tous les symboles qui montrent l'unité, la solidarité entre les pays européens, oui, il vaut la peine. Il vaut la peine de le faire parce que dans le numéro, puis on peut faire un site internet, on peut se rencontrer, on peut partager les expériences. Alors je pense que oui, et on peut dire aux femmes, une bonne idée. Tu n'es pas seule, on est là pour t'aider. Tu ne dois pas rester dans ta maison, te laisser frapper par ton mari. C'est pas normal, c'est pas normal. Même pendant Corona, un homme ne peut pas frapper sa femme. Point final. Hilde Voetmans, à côté de vous, il y a 2 enveloppes avec une bonne question et une mauvaise question. Aïe, 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 Vous aïe. choisissez les deux à ma collègue. Alors, vous choisissez la bonne ou la mauvaise? Mais la bonne, hein. La bonne question. Je suis une positive, et hein. vous la lisez à haute voix, sans crainte. N'ayez pas peur. Doudou.
Que veut dire LGBTQIA+. Ouh là là. C'est un mot difficile, bien Voilà. sûr, mais Alors, c'est... LGBT, Oui. en quelque sorte, c'est toutes les personnes qui ne se sentent pas hétérosexuelles. Et LGBTQIA+, c'est toutes les personnes qui ne sont pas hétérosexuelles, bien sûr. Voilà. Et en quelque sorte, il y a un événement ici au Parlement européen cette semaine, c'est que vous avez décrété que l'Union européenne, devait devenir un vaste territoire de liberté pour toutes ces personnes LGBT. Pourquoi cette décision, pourquoi cette résolution? Est-ce que c'était vraiment quelque chose de crucial? Oui, c'est crucial, parce que c'est en fait une réaction contre ce qui s'est passé il y a 2 ans en Pologne. En Pologne, vous connaissez, hein, c'est que certaines communes qui ont déclaré ici, on n'a pas des homos, on n'a pas des gens qui aiment... Qui aiment tu n'as pas des hommes qui aiment les hommes, des femmes qui aiment les femmes. Ici, on n'a pas ça. Et nous, on dit, mais c'est quoi cette stupidité? Parce que aimer quelqu'un du même sexe, c'est pas un crime, hein? C'est l'amour qui compte là-bas. Et pour ça, nous, on veut réagir. On peut dire, ici en Europe, tu peux aimer qui tu veux. Tu peux être homo, tu peux être lesbienne, tu peux être qui tu veux. Tant que tu ne touches pas aux enfants, pour moi, là, tu ne peux pas toucher aux enfants, mais tu peux aimer des adultes du même sexe. Ça, c'est même joli à voir, c'est fantastique. L'amour est quelque chose de fantastique. Mais bien sûr, on trouve maintenant qu'il y a beaucoup de gens qui détestent les homos ou les lesbiennes. Même en Belgique, cette semaine, c'était un drame. Hein. On a tué un jeune homme dans un parc parce qu'il est homo, hein, il était homo. Hein. C'est incroyable, en 2021, qu'on tue quelqu'un en Belgique parce qu'il est homo. Et c'est fait par des jeunes. Hein. C'est pour ça que moi, je suis très inquiet. Federica, on pointe beaucoup du doigt la Pologne. C'est vraiment le pire pays pour les libertés des minorités sexuelles Oui, on peut le dire, bon, en vérité. Oui, c'est le pire pays parce qu'il a formalisé une typologie de pensée qui est totalement négative. Et c'est ça, c'est de mettre des règles sur qui non, pas seulement sur qui on peut aimer, une femme ou un homme, mais aussi sur qui on est, parce que LGBTQA, ça va dire les homosexuels, mais aussi les transgenders, qui est très important parce que maintenant, il y a beaucoup de jeunes, on les voit surtout sur les adolescents, ils se sentent, peut-être ils sont nés dans un corps de femmes, mais ce sont des hommes, ou vice-versa. Et c'est très difficile à comprendre, même pour moi, hein, même pour toute la génération des années 70, 80 et avant, c'est difficile parce qu'on n'est pas, on n'a pas eu ce type de mentalité. Mais je trouve que le pouvoir d'être, la possibilité, la chance d'être ce qui on se sent, ce qui on est et de l'être librement, là, ça fait partie vraiment des droits des hommes. Mais cela dit, moi, j'étais le premier en Belgique qui a fait la loi pour les transsexuels en 2003. C'est moi qui a fait la première loi pour les transsexuels en Belgique. J'ai connu beaucoup, hein, et c'est très... Quand tu parles avec eux, ils souffrent vraiment. Ils sont des années dans un corps et qui sont prisonniers vraiment. Hein. Et tu as beaucoup de suicides dans leur catégorie. On ne peut pas accepter ça. On a des moyens pour changer de sexe. De Votmans, c'était une loi. Ici, c'est une résolution du Parlement européen qui décrète que l'Union européenne est un territoire de liberté pour les LGBT. Mais en pratique... En pratique, non, voilà, mais c'est d'une valeur très grande. C'est pour soutenir... On est dans le symbole. Oui, c'est un grand symbole. C'est pour soutenir la communauté, aussi donner un signal aux politiciens des autres pays. Hein. Ça, pour moi, c'est oui, très mais important. puis après les signaux, il faut faire quelque chose. Oui, parce qu'en Europe de absolument. l'Est, à ce moment-là, se passe n'importe quoi maintenant. Au niveau des droits des homosexuels et transsexuels, mais aussi droits de la presse, liberté. Oui. Non, c'est en Pologne, c'est en Slovénie même, en Hongrie. Il y a vraiment un mouvement qui nous porte en fait, ce sont à l'arrière. tous les droits des citoyens qui sont mis en péril dans des pays comme la Pologne et la Hongrie, selon vous.
Et là, ça pose vraiment une dualité en Europe qui n'est pas l'européenne, ne représente pas l'esprit européen du multiculturalisme et des libertés fondamentales, de protection des libertés fondamentales de l'homme et de la femme. Alors là, politiquement, on va être maintenant encore, on dit, bon, on se peut résoudre, on est là, on le voit pas. Mais très tôt, il faut vraiment prendre conscience. Et puis, les conseils aussi, ça va dire les chefs d'État, pas seulement le Parlement, ils doivent agir et prendre des mesures concrètes. Parce que sinon, les autres, on ne va pas comprendre s'il n'y a pas d'action. Tout à fait d'accord. On doit réagir. On ne peut pas. Pour moi, cette résolution, c'est important. C'est un signal. Mais bien sûr, je veux aussi avoir des actes, des lois, des punissements quand tu fais des actes contre les homosexuels. Bien sûr, ça doit évoluer vers ça. Et on doit mieux protéger les valeurs européennes. Ça, je suis sûr et certain. Notre groupe ici au Parlement, on est des grands défendeurs des valeurs européennes. Le groupe Renaissance, le groupe libéral. Alors, à quoi doit ressembler l'Europe dans l'avenir? Il y a une grande conférence sur l'avenir de l'Europe qui va commencer tout prochainement. La décision a été prise cette semaine également ici au Parlement européen. C'est une initiative, une idée qui vient du président français, Emmanuel Macron. Oui, de notre groupe, en fait. De votre groupe. Macron est membre de notre groupe. Alors, mais Guy Verhofstadt, il n'était pas très content. Non. Guy Verhofstadt était pressenti pour diriger cette conférence. C'était toujours dit que c'était Guy le président, mais bien sûr, tu as senti que beaucoup de pays veulent commencer avec ça, avec des landons, comme on dit en flamand, avec des lange tanden. Ils n'ont pas envie de démarrer, ils n'ont pas envie que beaucoup changent en Europe. Tandis que nous, on veut renouveler l'Europe, c'est ça notre nom. On a poussé pour avoir cette conférence, pour avoir le débat avec les citoyens. Parce qu'en fait, qu'est-ce que les citoyens veulent? Ce sont les citoyens qu'on va interroger sur la manière dont ils voudraient voir évoluer l'Union européenne. Et je suis très fier que ça va commencer, mais bien sûr, avec 6 présidents, pour moi, c'est un peu... Ça ne va pas être un grand machin, le signal de l'Europe. Federica? Oui, il y a les risques, en effet. Parce que déjà, il faut le dire, parce que l'intention est très bonne et je pense même utile. Parce qu'on est dans un moment très intéressant en Europe, très flou de transformation. On l'est grâce à la pandémie, c'est le bon côté, si on peut dire ça, de la pandémie, qui a mis en évidence l'exigence d'avoir un budget commun, les fonds de relance. Le fonds de relance et résilience. Et ça n'est que le premier pas pour mettre en commune plus de ressources en Europe. Parce qu'on a vu que la politique monétaire sans la politique fiscale au même temps ne marche pas. Alors, on est bloqué au milieu avec un euro qui fonctionne, mais ne fonctionne pas vraiment. On l'a vu dans la crise de 2011. On ne va pas répéter l'erreur maintenant en 2021, mais il faut aussi penser pour le futur. Qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans? Est-ce qu'on va avoir une troisième crise? Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, oui, c'est le moment de modifier les choses. Mais ça faisait 20 ans qu'on voulait modifier et c'était tout bloqué après les référendums en France et d'autres pays européens où on ne voulait pas avoir une constitution européenne, une autorité européenne qui prend en charge l'euro. Mais maintenant, on commence à comprendre qu'on a besoin de ça pour vivre mieux, pour être heureuse, pour donner de la sécurité aux citoyennes. On ne peut pas faire l'euro sans pouvoir aussi gérer le pouvoir fiscal, ça veut dire les taxes, l'endettement et tout ça. Alors, maintenant, faire une conférence sur l'Europe, ça va dire aux citoyens qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut plus d'Europe dans ce sens? Donc on va organiser des débats, à la fois des débats physiques, des débats sur Internet. Oui, mais la façon dans laquelle on va les faire, pour revenir à la question, sera très important. Parce qu'il faut simplifier, qui est une question un peu difficile à Bruxelles. La simplification, c'est quelque chose qui n'est pas clair. Parce que si on fait un petit débat là et un petit débat ici, qui sont
sont séparés, qui ne comprennent pas, qui n'ont pas le même symbole, on ne comprend pas qu'il y a une conférence. Et l'année prochaine, parce que ça va terminer l'année prochaine avec la présidence française, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je ne sais rien. En effet, dans les sondages qu'on avait faits, seulement 51% des gens même avaient entendu le mot des conférences d'Europe, est très flou, très générique. Je ne suis pas sûre. Oui, je parie, Hilde, que si vous allez sur la grande place de Saint-Tron, votre ville, ou rue Neuve à Bruxelles, personne ne sait qu'il y a une conférence sur l'Europe. À Saint-Tron, tout le monde le sait, parce que je parle beaucoup de l'Europe. Ça, c'est très clair. Mais je pense que ça, c'est un peu le problème de l'Europe, parce qu'on n'explique pas assez les bonnes choses que l'Europe fait. L'Europe, c'est toujours dans les journaux, et je m'excuse, les journalistes, on écrit beaucoup tout ce qui est mal dans l'Europe. Et quand c'est des choses bonnes, c'est les pays qui l'ont fait. Et ce n'est pas le cas. L'Europe fait beaucoup de bonnes choses. Quand je fais des débats avec des jeunes, je dis toujours, allez, on a l'euro. Moi, j'ai encore connu le franc belge, le franc français. Tout ça, c'est fini. On n'a plus de frontières. Quand on veut voyager, on ne peut pas attendre aux frontières. On a beaucoup de choses que l'Europe a fait du bien. Est-ce que l'Europe est parfaite? Non. C'est pour ça qu'on veut le changer, modifier. Et tous les défis qu'on connaît aujourd'hui, la défense, le combat contre le terrorisme, l'asile et l'immigration, tu penses que les pays peuvent les résoudre seuls? Pourquoi les gens ont voté pour quitter l'Union européenne? Parce qu'ils ne savaient pas tout ça. Et c'est Farage qui a fait... qui a menti aux gens, en fait. Maintenant, il a quitté la politique. Heureusement. En même temps, il y a 20% de Britanniques qui sont vaccinés. Il y en a à peine 5 ou 6 en Europe. Mais ça, on a fait un débat très fort avec Ursula von der Leyen, le président de la Commission ici, il y a quelques semaines, parce que ça, c'était pas du tout dans le contrat qu'on a fait. C'est pour ça qu'on a aussi demandé de faire la transparence sur les contrats. Et pour moi, c'est très clair. S'ils ne sont pas solides, ces contrats, on doit les renégocier. La transparence, c'est un bon point, parce que je pense que sur les contrats, la Commission européenne et l'Europe en général a eu un peu de naïveté. On n'a pas compris qu'il y avait la Brexit en cours et que la Grande-Bretagne n'allait pas jouer en manière transparente et sincère. Parce que là, avec les vaccins, on a eu beaucoup de problèmes, surtout avec une société, avec AstraZeneca, il faut le dire. Mais on a constaté quand même la faiblesse de l'Europe par rapport aux firmes pharmaceutiques. Oui, parce qu'on a l'habitude en Europe de n'être pas conscient, de ne pas démontrer le pouvoir qu'on a en tant qu'Europe et de soumettre au pouvoir des big pharma, des boîtes pharmaceutiques. Ce n'est pas seulement dans ce secteur, c'est en général. On a la tendance à servir les business à la place de servir la propre stratégie et le propre intérêt comme Europe. Dans les secteurs pharmaceutiques, par exemple, la transparence dans les contrats, on ne l'a pas vraiment obtenue. Même aujourd'hui, même pas aujourd'hui, il y a la transparence. Et ça, pour moi, c'est incroyable. Il faudrait vraiment être un peu plus assertif, je pense, en tant que Commission européenne. Hilde Wautmans, un tout autre sujet. On approche du 5e anniversaire des attentats de Bruxelles. Vous vous êtes beaucoup engagé dans la lutte contre le terrorisme. Et il y a une question qui se pose aujourd'hui en Europe et en Belgique en particulier, c'est que faire de ces enfants de djihadistes qui sont dans des camps contrôlés par les Kurdes en Syrie, dans le Kurdistan syrien? Est-ce qu'il faut les rapatrier ou pas? Alexander De Croo a dit il y a quelques jours qu'il fallait les faire revenir au pays. C'est une urgence pour vous aussi? Oui, on a fait déjà plusieurs fois le débat ici. Moi, je suis co-président de l'intergroupe des droits des enfants. Nous, bien sûr, on demande vraiment qu'on prend soin des enfants. Il y a quelques années, j'ai fait un grand congrès ici, un débat ici. C'était un des premiers débats ici sur les enfants dans les camps. Et là, c'était des testimonials des gens qui étaient affreux. Quelqu'un est venu parler ici des enfants qui ont 6 ou 7 ans et on apprend, les enfants là-bas, de couper la tête de leur pluche, de leur teddy-bear. Ils doivent couper leur tête pour ne pas avoir des sentiments. C'est affreux. Et alors, moi, j'ai dit, on doit sauver des enfants, ce sont des victimes. Maintenant, on sait qu'on a environnement,
environ 640 enfants européens dans les camps. On a dit on doit essayer de leur reprendre. Bien sûr, je suis aussi inquiet pour notre sécurité. On doit voir qu'ils ne sont pas radicalisés. Mais bon, la plupart ont moins que 5 ans. C'est vraiment des enfants, des orphelins, des bébés. Ils ne sont pas radicalisés. Mais c'est vrai que Daesh recommence à régner en maître dans certains camps, comme le camp de Al-Hol dans le Kurdistan syrien. Si on leur laisse, et peut-être ça c'est très choquant ce que je vais dire maintenant, ils vont retourner comme des terroristes pour faire des explosions aux Aventem. Donc il faut les faire revenir on doit pour eux, mais il faut sauver les faire revenir en pensant à même. notre sécurité également. Oui, mais bien sûr, quand ils sont de retour, on doit leur surveiller. On doit leur aider. Les suivre. Suivre, pas juste retourner et là laisser dans leur famille. Ça, je ne suis pas pour. Hein. Et ça, Je c'est suis les pour enfants leur et sauver, les femmes, mais les mères. suivre. Les femmes, les mères. Moi, je protège seulement les enfants. Les mamans, eux, ils ont fait leur choix. L'enfant n'a pas fait le choix d'aller là-bas. Beaucoup des enfants sont nés là-bas. Pour moi, les mamans peuvent rester là-bas. Honnêtement, peut-être ça c'est très choquant, mais eux, ils ont fait le choix. Mais dans les yeux de quitter. l'enfant, partir sans la maman, Oui, ça ne mais de laisse temps pas en une temps, blessure qui est très difficile, puis on après prend à maintenant guérir. ici en Europe aussi des enfants déjà qu'on éloigne de leur maman, quand la maman fait un danger pour l'enfant aussi. Hein. Le problème, c'est que dans la psychologie des enfants, le problème est aussi que s'ils rentrent et ils pensent qu'ils ont subi un tort, qu'ils ont subi quelque chose de mal, comme être déchirés de leur mère, là, ils vont nourrir des sentiments négatifs envers les Européennes et les gens qui les ont sauvés, en final. Il y a Là beaucoup aussi, il y de a des risques. Mais il y a aussi beaucoup de mamans qui ont déjà laissé savoir, sauf mon enfant. Je vais rester ici. Oui. Quand c'est comme ça, on doit vraiment reprendre Alors, cas pour cas. l'enfant. C'est Quand meilleur de le faire cas par On cas. doit regarder cas par cas. Ça, c'est très clair. On ne peut pas faire c'est trop délicat, c'est trop sensible. Aussi, les co-citoyens, hein, quand tu débats comme ça, tout le monde dit laisse-eux là-bas, hein, laisse-eux là-bas. Hein. Ça, c'est En tout cas, c'est un débat qui traverse toute l'Europe. très émotionnel. Votre recette préférée avec des pommes et des poires Oui, parce que ça, je voulais encore dire. J'ai Gâteau. fait ce livre pour vraiment convaincre les gens de cuisiner plus avec des pommes et des poires. Parce que je vais calculer... Si Et on peut faire autre Européen- chose que de la compote. Hein. Si chaque Européen mange 3 pommes aux poires par jour, on pouvait manger la quantité qu'on fait de l'export vers la Russie. Mais toi, c'est Extraordinaire, beaucoup, hein. beaucoup. Non, mon recette préférée de pommes et poires, ça heet bliksem. C'est Oula, une des ça veut dire dernières quoi? recettes. Oui, ça heet bliksem. C'est Alors, avec des mon- pommes, mon- avec hachées, avec des patates et tout Ah. au four. Ah, n'est pas sucré. Les enfants adorent C'est un peu ça. comme un hachis parmentier, mais avec Oui, des mais pommes. avec des pommes. Bon. Et c'est excellent. On va essayer. J'essaye ce soir. Merci Hilde Wautmans, merci Federica Bianchi de vous être arrêtée à la Station Europe. Merci à Pascal Simard et à toute l'équipe ici au Parlement européen d'avoir réalisé cette émission. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Station Europe.